Bienvenue à tous. Donc, c'est un webinaire qui est co-organisé avec entre Cap Énergie et le pôle de compétitivité NextMove, dédié aujourd'hui au pilotage de la recharge et notamment l'impact de l'électrification des véhicules sur les réseaux, avec dans un premier temps donc une présentation qui sera faite par Enedis, par Alexandre Dunoyer, donc sur une étude qui a été faite en 2020 de l'impact de l'électrification de la mobilité sur le réseau et puis des apports que peuvent avoir le pilotage de la recharge. Et ensuite, on aura une intervention donc à 3 voix avec Maxime Pommiès d'Enedis, Romain Vincent d'Electric 55 Charging et puis Guy-William Pivot pour le groupe Renault sur un retour d'expérience, sur une expérimentation qui s'appelle Avenir, qui a été lancée il y a quelque temps déjà. Lucie, je te laisse dire quelques mots sur Cap Énergie. Lucie? Alors Lucie, on ne t'entend pas. Lucie, ton micro est coupé, hein. C'est probablement pour ça qu'on ne t'entend pas. Alors j'ai l'impression qu'on a perdu Lucie, donc du coup je vais enchaîner directement sur NextMove. Donc NextMove, nous on est un pôle de compétitivité automobile et mobilité, créé en 2006, donc dans la première phase des pôles de compétitivité. On est basé en Île-de-France et Normandie, et donc on a aujourd'hui un peu plus de 600 membres qui agissent, qui travaillent sur tous les sujets liés à l'automobile et aux différentes formes de mobilité, mobilité terrestre, et évidemment avec l'électrification de plus en plus d'activités autour des sujets de la recharge. Lucie, est-ce que tu es revenue? Non, toujours pas. Bien écoutez, je vous propose du coup de laisser la parole à Alexandre Dunoyer pour Enedis, donc qui va réaliser la première intervention. Alexandre, c'est à toi. Oui, merci Geoffroy. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parfaitement. Bon, alors bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Dunoyer, je suis délégué territorial sur la Normandie et plus particulièrement, je m'occupe de tout ce qui est nouvelles solutions autour de l'accompagnement de la transition écologique. Et en particulier, je suis le chef de projet en Normandie du programme mobilité. Effectivement, la transition écologique, elle s'articule beaucoup par l'électrification des usages, hein. Il y a la mobilité électrique d'une part, il y a les évolutions du chauffage avec le développement de la pompe à chaleur un petit peu en alternative aux énergies fossiles. Et puis, il y a tout ce qui est production décentralisée, éolien, photovoltaïque. Donc, tout ça, c'est beaucoup autour des réseaux électriques. Du coup, se pose la question de l'évolution de ces réseaux électriques pour accueillir tous ces nouveaux usages. Alors, face à ça, donc effectivement, il y a des niveaux d'investissement assez importants au niveau d'Enedis. Chaque année, c'est 4 milliards d'euros d'investissement, dont à peu près la moitié qui sont consacrés au raccordement. Enfin, ça va être dont la moitié pour les raccordements et puis la moitié pour les renforcements, les restructurations de réseau. Et ces niveaux d'investissement vont rester à ce niveau-là. Et puis, il y a un point important, c'est que là, on est en train de finir le programme Linky. Et du coup, on va garder le même niveau d'investissement, sachant qu'il y avait une part importante de ces investissements sur les dernières années pour le programme Linky.
Alors, effectivement, on a fait une étude pour voir un petit peu l'impact, déjà pour voir un peu quels allaient être les besoins sur le réseau en termes de charges liées à différents scénarios qui sont décrits ici. Donc, il y a un scénario de stagnation de l'économie et puis du coup une transition écologique aussi qui est ralentie. Un scénario continuité avec une croissance économique régulière et la poursuite des politiques énergétiques qui sont prévues. Il y a un scénario de transition où on a toujours de la croissance et puis on a une production photovoltaïque prépondérante et puis une sobriété. Donc ça, c'est une accélération de la transition écologique. Et puis il y a un scénario de rupture où il y a une forte croissance économique et de la population et la mise en place de 100% de production électrique décentralisée. 100% ENR. Alors, en fonction de ces scénarios, vous voyez sur le graphe, on a une évolution qui est quand même assez modérée de la demande d'électricité et en moyenne, sachant qu'on ne sait pas trop vers quoi on va, mais bon, l'ordre de grandeur, c'est une croissance de la demande de l'ordre de 1% par an. Alors, ça reste quand même assez modéré, puisqu'on a eu de l'ordre de jusqu'à 10% par an sur les 50 dernières années, enfin jusqu'en 2000, jusqu'au premier choc pétrolier, entre la fin de la guerre et le premier choc pétrolier, on était sur des rythmes de croissance de la demande d'électricité qui étaient bien supérieurs. Donc là, il y a une partie des nouveaux usages en fait qui sont compensés par la maîtrise de l'énergie, la rénovation thermique et ces choses-là. Donc là, je vous ai fait un focus sur un des scénarios, le scénario de transition, où on voit que en fait, sur le résidentiel, ce que je disais, la rénovation thermique va compenser le transfert vers l'électricité. Dans l'industrie, la relocalisation de certaines industries va être compensée par les gains sur l'électricité. Et puis l'essentiel donc de l'augmentation de la demande, finalement, est lié à la mobilité électrique. Alors, le plus important, c'est de voir comment se répartit sur une journée. Là, vous avez la courbe de charge sur 24 heures et vous voyez ce qu'apporte la mobilité électrique, c'est l'orange. Donc ça, c'est dans un scénario où il n'y aurait pas de pilotage de la recharge, c'est-à-dire que finalement, on recharge la voiture dès qu'on se branche sur une prise. Donc sans pilotage de la recharge, on aurait quand même si l'augmentation est modérée, une augmentation de la pointe qui est aux alentours de 20h, 21h. Et du coup, cette augmentation de la pointe nécessiterait, pour être absorbée, des investissements très importants, des renforcements très importants sur le réseau. D'où la nécessité de piloter la recharge. Alors, là, j'ai mis... alors ça, c'est un exemple sur un poste source, sur une zone précise où il y a beaucoup de photovoltaïque, mais vous voyez l'impact que peut avoir le développement des ENR et sur les réseaux est bien plus important. Donc, le rapport sur l'intégration de la mobilité, il conclut principalement que finalement l'intégration de la mobilité électrique ne pose pas trop de difficultés, quels que soient les usages et à la maille de chaque territoire, et puis que les investissements sont prévus pour accueillir cette recharge. On a plus, les enjeux sont plus
concentré enfin, il y a plus d'investissements à prévoir pour l'accueil des énergies renouvelables que pour la mobilité électrique. Alors, après, on regarde ça, on accompagne les collectivités avec différents outils, d'une analyse globale macro, où on analyse à long terme l'arrivée de ces nouveaux usages. Donc ça, je vais vous montrer le slide d'après de quoi il s'agit. C'est l'analyse d'impact scénarisé. On va plus loin avec des cartographies de capacité de nos réseaux pour vraiment identifier les zones favorables pour l'implantation des bandes de recharge en domaine public de forte puissance, et puis des ENR. Et puis il y a aussi un simulateur de raccordement, donc ça c'est assez intéressant. C'est disponible sur le site Enedis et ça permet à chacun d'imaginer, enfin de voir à telle adresse si un raccordement est possible et à quel prix en fonction de la structure du réseau et de sa capacité à accueillir le raccordement. Donc je vous ai mis le lien parce que ça peut être utilisé aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Et puis il y a une bonne pratique aussi, c'est sur les gros projets de faire des demandes anticipées de raccordement. Ça permet de faire un chiffrage et puis même si l'ensemble des documents pour la demande de raccordement ne sont pas disponibles pour confirmer la faisabilité d'un projet. Donc, je reviens à l'analyse d'impact scénarisé. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit véritablement de voir, en fonction des politiques publiques qui prévoient un certain nombre d'hypothèses et d'objectifs dans les politiques locales, en termes d'isolation des bâtiments, en termes de développement du véhicule électrique, en termes de développement des ENR. Donc, on intègre l'ensemble des hypothèses locales, des politiques locales, et puis on regarde à l'horizon 2030, 2035, 2050, quel serait l'impact sur les réseaux. Donc là, un exemple du genre de graphique de simulation qu'on peut faire. Donc, on a des hypothèses qui sont publiques, qui sont en open data, sur les distances moyennes parcourues avec un véhicule, selon les communes jusqu'à la Mailleris, des hypothèses sur le nombre de véhicules qui pourraient être développés, et puis on intègre ces données dans nos logiciels, on va dire, de schéma directeur, et puis on arrive à voir les réseaux qui seraient en contrainte à l'horizon de temps choisi en fonction des hypothèses des collectivités. Donc ça, c'est un outil un petit peu qui permet d'anticiper les investissements sur le réseau qui vont être nécessaires, et puis de valider les politiques publiques qui sont engagées, et de s'assurer qu'elles sont compatibles avec les réseaux de distribution. Alors, le deuxième outil, c'est un outil qui permet, par exemple, une collectivité qui établit son schéma directeur de borne de recharge, de voir si ce qu'elle a prévu va pouvoir être raccordé facilement et d'optimiser le coût de raccordement. Donc là, sur ces cartos, vous avez, alors il y a une vue par immeuble et puis il y a une vue en fonction des rues, mais ce sont un peu les mêmes données. Et plus c'est bleu, plus il y a une réserve de puissance sur le réseau qui permet un raccordement important. Et grâce à cet outil qui est en cours de mise au point,
une collectivité va pouvoir simuler l'installation d'une borne de telle puissance, et puis le logiciel intègre cette première borne, recalcule la réserve de puissance disponible, et puis on peut mettre une deuxième borne, etc. Et s'il y a des contraintes sur le réseau qui nécessiteraient des renforcements, voire la création de postes, eh ben, ça apparaît, et puis on voit dans quelle mesure on peut, en se déplaçant de quelques centaines de mètres ou quelques dizaines de mètres, éviter ces contraintes pour avoir un raccordement qui soit économiquement beaucoup plus intéressant. Voilà, donc je passe après au point qui est le pilotage de la recharge des véhicules électriques. Donc il y a un rapport donc, qui est paru en décembre qui analyse un peu les gains économiques liés au fait de piloter la recharge, les gains supplémentaires qui peuvent être obtenus par la flexibilité, et puis l'intérêt, qui explique l'intérêt de Linky pour le pilotage de la recharge. Alors voyons ces 3 points. Bon, c'est un peu des évidences, hein, mais je les rappelle quand même. Hein, donc piloter la recharge, ça permet de décaler la recharge en fonction des plages tarifaires à un moment où l'électricité est la moins chère, hein, dans les heures creuses. Donc ça peut faire des économies de l'ordre de 90 € par an, hein, pour une Zoé en décalant la charge en heures creuses. Ça permet aussi, et ça c'est très important, de limiter sa puissance souscrite, hein, parce que si on a un abonnement 6 kg, qu'on veut recharger son véhicule à 7 kg, eh ben, on se dit 6 et 7, prenons un exemple à 9 et 7, 16, bon voilà, il faut que j'augmente ma puissance souscrite de 7 kg. Alors que la plupart du temps, la nuit, on n'utilise pas la puissance et on a largement, en décalant la période de recharge, la possibilité de se recharger sans augmentation de puissance. Alors que si on se recharge en rentrant du travail, eh ben c'est le moment où justement on fait la cuisine, on utilise ces appareils et on lance les machines à laver, etc. C'est le moment où la puissance ne sera pas disponible. Donc limiter la puissance souscrite, c'est quand même très, très important. Puis en particulier, d'autres exemples, hein, sur les entreprises où il y a une flotte de véhicules qui vont rentrer en fin de journée, on peut étaler la recharge sur toute la nuit et limiter les puissances de recharge pour éviter de prendre une puissance souscrite trop importante ou voir des coûts de raccordement ou de modification du raccordement qui seraient prohibitifs aussi. Après, il y a un cas particulier, c'est si on a de la production locale, photovoltaïque par exemple, il y a des moments où on peut avoir plus de production que ce qu'on utilise en autoconsommation. Donc, faire la recharge des véhicules au moment où on a cet excédent de production, ça permet un petit peu de maximiser l'autoconsommation et du coup d'éviter de refouler gratuitement ou à un prix moins intéressant l'énergie produite sur le réseau et de vraiment profiter au maximum de son autoconsommation. Bon, sur la flexibilité, c'est des gains supplémentaires. Alors, c'est quoi la flexibilité? C'est par exemple s'effacer, hein, réduire ou interrompre la recharge pour soulager le réseau. Donc ça peut être intéressant en cas d'incident ou de travaux sur le réseau. Ça peut être intéressant pour éviter soulager le réseau au moment des pointes, par exemple, pour éviter des investissements. Après, ça peut être aussi une hausse de la consommation à un moment où il y a un surplus d'électricité locale.
de production locale. Et puis, ça peut être aussi l'injection de l'énergie stockée dans les batteries lors des périodes de forte consommation. C'est ce qu'on appelle le véhicule to grid. Donc ça, c'est estimé, hein, les gains qu'il pourrait y avoir sur ce modèle, même s'il n'existe pas encore vraiment, hein, ce serait de l'ordre de quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros par an. Alors, j'aurai une petite vidéo, si on a le temps, je peux essayer de vous la passer, qui explique bien une expérimentation, hein, qui est menée sur une application qui permet de signaler les moments où il y a une forte production locale pour inciter à utiliser la recharge. Et puis, bon, dernièrement, quelques infos quand même sur le compteur Linky, quelques précisions pour voir comment il peut contribuer au pilotage de la recharge, sachant que ce n'est pas la seule solution, hein, il y a du pilotage de la recharge par les applications des constructeurs. Il peut y en avoir aussi au niveau de la borne, mais c'est possible aussi au niveau du compteur Linky. Alors, concrètement, le compteur Linky, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure déjà la consommation et l'injection séparément, donc ça c'est pratique en cas d'installation sur le toit en autoconsommation. On n'a besoin que d'un compteur quand il en fallait 3 avant sur une installation domestique de production. On peut accéder à l'historique des consommations au pas annuel, mensuel, journalier, voire jusqu'à la demi-heure. Et puis on peut avoir un affichage en temps réel de la consommation avec l'avoir sur un écran à l'intérieur de son site. Et puis le pilotage de la recharge, alors il peut se faire un peu comme le ballon d'eau chaude par une activation en fonction des tarifs des fournisseurs. Et puis, on peut piloter divers équipements avec, alors soit en filaire ou via un émetteur radio. Donc ça, c'est nouveau. On peut brancher sur le compteur Linky un émetteur radio qui peut communiquer directement avec des appareils ou avec la borne de recharge du véhicule pour piloter cet appareil. Voilà, alors ça c'est l'expérimentation qui est menée en Champagne-Ardenne. Je vais essayer de vous passer, si je la retrouve, je vais essayer de la retrouver facilement, sinon elle doit être là. Non, c'est pas ça. Bon, écoutez, je vais peut-être passer mon tour parce qu'elle a dû disparaître, ça va être long de la retrouver. Merci Alexandre. On a le temps pour une ou deux questions si jamais il y en a dans l'assistance. Il n'y en a pas pour l'instant. Sur un des premiers slides, là, je voyais que la quantité d'électricité sur le réseau Enedis, du coup, c'est à peu près 350 TWh par an, si j'ai bien compris. Il me semblait oui, c'est ça. Globale, sur une année, c'était plutôt 500. Du coup, le complément, c'est où est-ce qu'il va? 500, c'est ce qui est, c'est ce qui transite au niveau de RTE. Donc, il y a une partie qui va à l'export, un port-export. Il y a une partie qui va dans les pertes et puis il y a une partie qui va dans les clients directs de RTE, hein, qui sont les gros clients intensifs, hein, comme la SNCF ou les sidérurgies ou ce genre de gros clients. Et du coup, sur le réseau d'Enedis, il y a 350. D'accord.
Et une autre question, avec les énergies renouvelables, on peut avoir des variabilités qui semblent pouvoir être assez rapides. Est-ce qu'on a des outils qui auraient suffisamment de réactivité aujourd'hui pour pouvoir jouer justement avec cette intermittence et favoriser le chargement quand il y a des périodes de forte production d'ENR? Alors, ben, aujourd'hui, c'est les centrales nucléaires, hein, qui réalisent la régulation, hein, donc, pour l'essentiel. Après, il y a quelques ouvrages hydrauliques qu'on appelle des steppes qui permettent de pomper ou de produire, qui jouent un petit peu de flexibilité. Après, mais c'est très marginal, hein, aujourd'hui. Il y a un marché de l'effacement, hein, qui met en jeu quelques industriels qui arrêtent leur production en cas de très forte demande. Mais bon, tout ça, ça reste assez marginal, hein. La principale variable d'ajustement, hein, ce sont les centrales nucléaires. Donc, dans un scénario 100% ENR, on changerait complètement de paradigme, hein, puisqu'il faudrait effectivement qu'on consomme quand il y a du vent, quand il y a de la lumière, et qu'on développe massivement des solutions de stockage. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment faire. D'accord. Et donc justement, ça m'amène à la question qui a été posée là sur le chat. Du coup, est-ce que les batteries des véhicules électriques pourraient être utilisées comme tampons ou régulateurs? Et puis, quel est le potentiel exactement derrière, en fonction de la pénétration du marché? Alors ça, je ne sais pas trop répondre. Mais déjà, la seconde vie des batteries pourrait être consacrée à faire un petit peu à jouer ce rôle, hein, de tampon et de réserve d'énergie. À la fois, quand il y en a trop, on recharge les batteries, quand il n'y en a pas assez, on les vide et puis on alimente le réseau. Mais bon, ça serait une des composantes. Et puis les batteries des véhicules qui permettraient aussi d'alimenter le réseau en absence d'énergie renouvelable. Donc, il faudrait mettre en place toutes les solutions. Dans un scénario 100% ENR, il faudrait mettre en place toute une série de dispositifs comme ça, et aussi de la flexibilité individuelle, c'est-à-dire on aurait, quand il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de vent pendant plusieurs jours et puis qu'il fait nuit, on serait obligé de se restreindre, hein. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre. On va pouvoir passer à la présentation suivante, donc sur le retour d'expérience du projet à venir. Peut-être le temps que Maxime cherche sa présentation. Lucie, tu nous as rejoint, si tu veux dire du coup 2 mots sur Cap Énergie. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit souci au démarrage de la séance avec Teams. Donc, ça arrive, hein, les aléas des webinaires. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, Cap Énergie est aux côtés de NextMove aujourd'hui là pour organiser ces 2 webinaires. Donc il y en a un aujourd'hui, hein, la semaine prochaine. C'est vrai que Cap Énergie, donc comme NextMove, on est un pôle de compétitivité, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas, dédié à la transition énergétique. Et parmi nos différentes activités, on a des animations de filières et des labellisations d'accompagnement de projets dédiés sur la décarbonation de la mobilité. Et donc, c'est vrai qu'on s'intéresse de près au développement de la mobilité électrique, notamment avec l'interaction sur les réseaux. Donc, c'est vrai qu'on avait un programme régional FlexGrid dans lequel on traitait ce cas d'usage. Et donc, voilà, c'était à travers ces accompagnements de projets, dont le projet à venir, qui va venir présenter son avancement, qu'on est impliqué sur le sujet.
voilà, donc très heureuse de vous rejoindre. Je vous laisse la parole du coup, Maxime, pour la suite. Très bien, merci. Vous m'entendez bien? Vous voyez la présentation? Bien. Oui, oui, c'est bon, on voit bien la présentation. Super. Donc, bonjour à tous. Donc oui, moi je vais vous présenter le projet à venir, donc un démonstrateur dédié à la mobilité électrique. Et après, on aura deux autres voix qui vous présenteront un petit focus sur deux cas d'usage traités dans le cadre de ce démonstrateur, pour vous faire un petit point d'étape. Du coup, le projet à venir, c'est un projet qui a été initié par Enedis suite à la rencontre finalement de deux secteurs d'activité qui sont la distribution d'électricité et le monde de l'automobile, avec le déploiement massif à grande échelle de véhicules électriques et à la fois de solutions de bornes de recharge. Le projet à venir finalement vise à accompagner ce développement avec des expérimentations en conditions réelles, testant les interactions entre le réseau public de distribution, les bornes de recharge et les véhicules. L'objet, c'est tester finalement des solutions de smart charging au travers de 6 cas d'usage que je vous détaillerai par la suite, afin d'évaluer également les opportunités apportées par le véhicule électrique pour la gestion des flexibilités locales sur le réseau public de distribution. Dans le cadre de ce projet, on ne s'arrête pas uniquement à des solutions techniques. On va essayer finalement d'explorer plusieurs aspects, que ce soit les aspects technologiques, les aspects économiques pour voir les business models qui pourraient découler finalement de ces cas d'usage. Un gros pan également qui est dédié à l'aspect sociologique, où dans les partenaires que je vous détaillerai après, on a une université qui nous accompagne et qui travaille spécifiquement sur les aspects acceptabilité de la part des utilisateurs finaux. Et on essaie également d'être force de proposition sur les aspects réglementaires, sur les technologies que l'on essaie d'éprouver. Donc le projet à venir, c'est un projet qui réunit 12 partenaires au travers d'un consortium, qui est composé de 10 industriels et de 2 académies, dans lequel on retrouve à la fois des grands groupes et à la fois des startups, donc un consortium très riche. Le projet à venir, c'est un projet qui est financé dans le cadre du PIA qui est opéré par l'ADEME et qui est à la fois soutenu par 2 pôles de compétitivité, donc du coup Cap Énergie et Tenardis, qui est le pendant côté de la région lyonnaise. Donc, comme je vous l'ai dit, le projet à venir, c'est bien l'accompagnement et le développement du véhicule électrique avec la nécessaire intelligence de la recharge. On s'aperçoit que, on vise à horizon 2030 un déploiement d'environ 7 millions de bornes de recharge en France, ce qui pourrait représenter jusqu'à 10,2 gigawatts de puissance appelée et qui pourrait également nécessiter pour le distributeur des investissements de renforcement du réseau pour accueillir ces bornes de recharge d'environ 4,6 milliards d'euros. Et donc du coup, afin peut-être de limiter ces investissements, mais également surtout d'optimiser le déploiement de ces bornes de recharge, le projet à venir, c'est un projet qui s'étend qui a commencé en 2019 et qui va se poursuivre jusqu'à fin 2022, et dans lequel finalement on traite plusieurs cas d'usage. Le premier qui concerne finalement la recharge du véhicule électrique, le pilotage de la recharge, ce qui permet également d'optimiser la puissance de raccordement et le coefficient de foisonnement. Un des cas d'usage qui concerne également la modulation de puissance d'appel à la recharge à la demande du distributeur. Exploiter également le service véhicule to grid, donc au travers d'une expérimentation qui consiste à tester des bornes bidirectionnelles. Un des cas d'usage qui concerne valoriser la flexibilité des véhicules électriques à une maille locale, donc en faisant appel à des services d'agrégation. On souhaite également travailler sur la recharge des énergies vertes localement, en travaillant sur la synchronisation entre la production photovoltaïque et la recharge du véhicule électrique. Et enfin, on travaille également sur la conception d'un modèle prévisionnel de la recharge des véhicules électriques à la maille d'une zone géographique donnée, en implémentant divers facteurs d'influence,
pour essayer voilà, d'avoir finalement des trajectoires et des prévisions de consommation qui nous permettraient également d'améliorer la conduite du réseau. Géographiquement, le projet se tient majoritairement dans deux régions qui sont la région cisjordanienne et la région PACA, où c'est que Enedis, finalement au travers de deux directions régionales, contribue fortement à ce projet. Mais finalement, on s'aperçoit également que par opportunité, on ne s'est pas limité à ces deux régions et on a recruté des sites au travers de la région Île-de-France et dans d'autres régions là, qui viennent contribuer à avoir finalement des résultats en conditions réelles. Et on traite également voilà, de différents types d'usages en fonction des bornes de recharge. On différencie finalement trois types d'usages, les flottes en entreprise, les bornes en voirie ouvertes au public et également le résidentiel collectif sur lequel aujourd'hui on éprouve quelques difficultés de recrutement puisque le résidentiel collectif, au travers voilà, du vote en assemblée générale dans les copropriétés, peut être parfois un frein finalement au déploiement des bornes en résidentiel collectif. Voilà pour la présentation un peu globale du projet. Je vais laisser la parole du coup à Romain Vincent et à Guy-William Pivot pour vous présenter deux cas d'usage. Donc, moduler la puissance selon un signal réseau et expérimenter le véhicule hybride localement. Romain? Oui, est-ce qu'on m'entend? Bonjour. Très bien, on t'entend. Je passe au slide suivant et tu me dis quand est-ce que tu veux que je passe les slides. C'est parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, je vais me présenter ma société. Je suis Romain Vincent, je suis le président et le fondateur de Electric 55 Charging, E55C pour aller plus vite. On est opérateur de recharge pour véhicules électriques et on a une spécificité depuis 2013, c'est qu'on finance des infrastructures en domaine public ou en domaine privé et on se rémunère sur le fait que les gens les utilisent. Donc c'est un modèle économique qui est assez risqué vu que on porte le risque et le marché n'était pas au niveau où on en est aujourd'hui pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui ça porte ses fruits, c'est vraiment une tendance du marché qui se développe et on a la chance d'avoir pas mal d'expérience à ce sujet. Et dans ce contexte-là, on a longtemps cherché à travailler, on travaille continuellement à développer des nouveaux services et une proposition de valeur différenciante. Et notamment, on a une volonté forte, c'est de contribuer d'un côté au développement de la mobilité électrique, vous l'avez bien compris, mais d'une autre part, on pense que la mobilité électrique qui est rechargée par des énergies renouvelables, c'est formidable. Et sans opposer nucléaire ou autre source d'énergie, on pense que la mobilité électrique, c'est formidable, mais la mobilité électrique alimentée avec des énergies renouvelables, c'est encore plus exceptionnel. Donc, dans le contexte du projet à venir, on a été invité à participer, à se positionner sur certains sujets, dont notamment les enjeux de pilotage de la recharge en fonction des enjeux du distributeur. Donc, on en a parlé en amont et on a bien vu qu'il y avait des grosses problématiques, des nouveautés en fait à prendre en compte pour les distributeurs avec l'intégration des énergies renouvelables au niveau de la basse tension et leur côté intermittent, et de l'autre une montée en puissance très très forte de la mobilité électrique avec des enjeux liés à la charge qui, grosso modo, si je résume, il n'y a pas de problème pour généraliser la mobilité électrique. Encore faut-il ne pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas que tout le monde vienne et branche sa voiture à 20 heures comme on allume on allume sa télé, pour certains d'entre nous en tout cas, et de créer un pic de consommation supplémentaire à celui qui existe déjà. L'enjeu dans le projet à venir et tout particulièrement dans le lot 2, c'est de créer des interfaces en fait entre le réseau de distribution et les opérateurs de charge pour répercuter en fait des consignes au niveau des véhicules qui sont en charge, qui vont dépendre de phénomènes physiques et mesurés côté distributeur. Grosso modo, on est en train de réinventer le tarif jour et nuit qu'on connaît tous historiquement, mais on rajoute les possibilités et la modernité de ce qui est possible côté grâce à l'informatisation et la numérisation des différents outils, mais aussi on bénéficie d'une opportunité extraordinaire avec la mobilité électrique parce que ça va représenter
pour un ménage français, d'avoir une voiture électrique, ça peut représenter jusqu'à la moitié de sa consommation annuelle si c'est des rouleurs réguliers avec le véhicule. Donc, il y a un vrai levier finalement derrière. Donc, dans le cadre du lot 2, l'enjeu était de créer ce pont technique et qui soit co-construit entre les différents acteurs. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas pour Enedis d'imposer une vision et de dire, vous avez, vous, opérateur de recharge, vous allez recevoir un ordre, il va falloir l'appliquer. Et il fallait pas non plus que il fallait que les différents intérêts soient représentés. Et donc, une des grosses parts du travail, ça a été de définir en fait les messages informatiques qui seraient utilisés pour échanger entre les différents opérateurs de recharge et le distributeur. On va le voir après, il y a 3 solutions, mais l'enjeu est derrière, le deuxième gros enjeu du lot, c'est d'étudier les aspects sociologiques et l'acceptation finalement. Est-ce que ça sert à quelque chose ou du moins qu'est-ce qu'il faut faire pour que les usagers acceptent finalement de se retrouver avec une puissance de recharge dégradée. En fait, bien souvent ça va être ça, c'est-à-dire que vous avez une borne à une puissance X et dans un contexte donné pour des raisons Y, vous allez avoir votre puissance de charge qui va être diminuée. Et donc, est-ce que c'est acceptable ou pas et quelles sont les répercussions nécessaires derrière? C'est tout l'enjeu de ce lot 2. En termes de cas d'usage, on va retrouver la possibilité pour le distributeur d'offrir des offres de raccordement intelligentes, c'est-à-dire que grosso modo, dans un contexte où il faudrait pour 5 minutes par jour en cas normal de puissance maximum l'appeler, il faudrait renforcer tout le réseau. Là, on peut imaginer même dorénavant, suite à ce lot, à ces expérimentations, que le distributeur fasse des propositions de raccordement qui vous spécifient. Vous avez le droit à tant de puissance sur votre point de livraison. Par contre, à la limite près que quand tout le monde consomme en même temps, vous n'avez pas le droit de bénéficier de votre puissance souscrite complète. Ça change pas mal de choses dans la philosophie des offres commerciales, que ce soit côté distributeur, mais aussi côté opérateur de recharge pour mon cas. Et c'est assez innovant, mais on touche forcément du doigt la nécessité de le faire. Parce que c'est dommage entre guillemets de renforcer un réseau de distribution. Il faut pas oublier que on le finance tous. C'est notre réseau à nous, c'est pas le réseau d'Enedis finalement. On le finance tous. Et donc du coup, des coûts de renforcement qui sont inutiles ou qui sont nécessaires que très ponctuellement n'ont pas forcément lieu d'être. Il y a aussi la flexibilité pour l'appui à la conduite du réseau. Par exemple, côté Enedis, au quotidien, ils ont des réparations et de l'entretien du réseau à faire, que ce soit pour du dépannage ou des travaux programmés, et l'équilibre du réseau se retrouve perturbé. On peut éventuellement imaginer que les opérateurs de recharge reçoivent des consignes pour consommer moins d'énergie sur une maille locale, compte tenu d'un contexte donné. Et le dernier point, c'est la procédure de sauvegarde du réseau. Moi, je la lis directement à la généralisation des énergies renouvelables. Le fait qu'un nuage peut passer au-dessus d'un grand champ d'un grand champ photovoltaïque ou que le vent, le Mistral se lève ou s'arrête, va avoir un impact en fait sur l'équilibre sur le réseau de distribution. Et ce lot 2 amène des solutions pour qu'on compense de manière quasi instantanée l'impact sur l'équilibre du réseau de distribution. Si on peut passer à la slide d'après. Allô, allô. Oui, normalement, c'est bon, j'ai passé à la slide après. Ah, ça y est, pardon, excusez-moi. Donc, techniquement, un petit peu, pour rentrer un peu plus dans le détail, en fait, il y a 3 cas de figure qui sont testés dans ce lot 2. Je vais finir par celui qui m'intéresse le plus. Les 2 premiers cas, c'est grosso modo l'évolution du tarif jour-nuit comme on le connaît, mais en rajoutant un niveau de finesse plus important, c'est-à-dire qu'on passe par la chaîne de comptage, que ce soit pour les compteurs type Linky, que on connaît tous très bien maintenant, ou les compteurs type industriel, qu'on soit en HTA ou qu'on soit sur les C4. Donc là, il y a des expérimentations qui sont faites par d'autres acteurs, notamment Total et Easivia. Nous, on s'est particulièrement positionné sur la chaîne, ce qu'on appelle de SI à SI, c'est-à-dire que c'est des messages informatiques avec des API pour ceux à qui ça parle. On va recevoir un ordre qui vient de la partie logicielle de Enedis vers notre
partie serveur d'opérateurs de recharge et on répercute sur la borne par des ordres informatiques. C'est deux chaînes de valeur qui sont différentes et à mon sens complémentaires. Nous, on s'est positionné sur la partie SI-ASI, notamment parce que ça nous paraissait déjà une partie très très innovante, mais en plus, ça nous permet des temps de réactivité plus importants. Je vois un lien très fort avec le développement des énergies renouvelables et l'intermittence des énergies renouvelables et le fait que le signal SI-ASI soit quasi instantané. Nous, c'est ça qui nous a motivé à se positionner dessus chez E55C. Ce qui est intéressant de savoir et qu'il faut prendre en compte, j'en parlais en introduction, c'est qu'on n'est pas dans un tout ou rien, on est dans une négociation. Ça veut dire que quand le distributeur va nous demander, nous envoie un message, ça marche aujourd'hui en laboratoire, ça marche, de modifier notre puissance appelée côté souscription, côté abonnement finalement. Imaginons qu'on a un abonnement à 36 kVA, d'un coup on reçoit une demande pour la baisser à 18 kVA, on diminue par 2 la puissance. On a la possibilité de l'accepter, de le refuser, mais on a aussi la possibilité de proposer un entre-deux. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai 6 points de charge sur la station concernée par cette demande, sur la station de charge. J'ai un utilisateur qui n'a pas le temps, qui doit absolument partir le plus vite possible et qui ne peut pas se permettre de réduire sa puissance de charge. Et ben lui, je vais pas lui appliquer de modification. Par contre, les autres, ils ont déclaré qu'ils peuvent, qu'ils sont tout à fait enclins à bénéficier d'une puissance inférieure. Donc, il faut voir sous quelles conditions. Et ça, c'est encore des choses qui restent à déterminer, mais techniquement, c'est possible. À ce moment-là, dans notre réponse à la demande de flexibilité, on va dire non, on fait pas. Non, Enedis, on fait pas ce que vous me demandez. Par contre, on vous propose un compromis. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça fait vraiment partie du côté innovant qui a été co-construit dans le projet. Actuellement, il y a des tests d'intégration qui sont réalisés sur les 3 volets. Donc, nous, on a des tests qui ont été réalisés sur le côté SI-ASI en labo et il va y avoir des tests en conditions physiques qui vont être programmés en juillet. Sur les autres volets, sur le côté chaîne de comptage, je sais qu'il y a des preuves de concept qui ont été faites au Enedis Lab par Total et Easivia. Je ne veux pas rentrer au niveau de détail d'où ils en sont sur la mise en la finalité de leur test, mais je sais que ça avance bien. Les ordres de raccordement innovantes sont dans un cadre qui ont déjà été définis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas certain que c'est proposé au grand public, mais il y a des gens qui les testent. Quand je dis innovantes, ça veut dire que on va avoir des contraintes qui n'existaient pas avant dans nos habitudes de consommation, en échange de pouvoir bénéficier de raccordements qui n'auraient pas été possibles sinon. Et dans le même temps, notamment au travers de ce qui se passe sur le territoire du Grand Lyon avec Easivia, mais aussi la fac d'Aix-Marseille qui est un acteur impliqué sur ce sujet, il y a un gros aspect vérification de l'acceptation par le client. Et validation en fait de quels sont les éléments clés qui font qu'un client va accepter ce type de modulation ou pas. Et donc le but c'est d'aller au bout du diagnostic pour en tirer des conclusions et lever des freins et faciliter l'acceptation de modulation et faire en sorte l'intérêt derrière c'est que chaque consommateur devienne un peu acteur de la transition énergétique et en ayant en portant une responsabilité liée à ses usages et ses consommations, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé au niveau de la consommation énergétique d'un foyer, par exemple. Voilà, comme en introduction, il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites sur le lieu, les enjeux et le contexte. J'ai fait un peu vite, mais du coup, je suis à votre disposition pour répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup, Romain. Avec plaisir. Je pense qu'on garde les questions pour la fin. Il me semble qu'il y avait un deuxième cas d'usage qui devait être présenté, non? Ouais, le véhicule tout gris. Guy William. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Guy William Pivot. Moi, je suis chef de projet innovation sur l'écosystème de véhicules électriques chez Renault. Et donc, je travaille en étroit lien avec
avec Maxime sur le démonstrateur à venir, et plus particulièrement sur le lot 3. Donc le lot 3 du démonstrateur qui s'occupe du Vehicle to Grid. Donc je suis pilote de ce lot. Donc je vais vous présenter, je te laisse passer à la slide suivante Maxime, mais je vais vous présenter ce qu'on fait sur ce lot 3 autour du Vehicle to Grid. Donc juste très rapidement le contexte hein, pour ceux qui n'auraient pas en tête. Donc dans les réseaux électriques, on a les réseaux de transport et les réseaux de distribution. Donc, le réseau de transport, forte puissance, longue distance, et réseau de distribution, plus courte distance, plutôt maille locale. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, la flexibilité, les services de flexibilité sont des choses qui sont déjà très développées aujourd'hui sur les réseaux de transport pour assurer l'équilibre production-consommation au niveau national. Par contre, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau au niveau des réseaux de distribution. Et donc, finalement, quand on regarde aujourd'hui les infrastructures de recharge de véhicules électriques, l'immense majorité des infrastructures de recharge de véhicules électriques aujourd'hui sont raccordées au réseau basse tension, donc sur le réseau de distribution. Et donc, notre terrain de jeu sur le lot 3 et sur Avenir en général, c'est bien les réseaux basse tension de distribution. Et c'est là qu'on expérimente effectivement des nouveaux services de flexibilité qui seront complémentaires à ceux qui existent déjà sur les réseaux de transport et qui ont des objectifs pas forcément exactement les mêmes, mais complémentaires. Voilà. Je te laisse avancer, Maxime. Voilà. Donc, le lot 3, le V2G. Donc, très rapidement, là, on a fait une liste hein, de différents objectifs qu'on a sur le lot 3, sur le lot V2G. Globalement, ce qu'on fait de manière générale sur Avenir aussi, hein, le but, c'est de préparer les déploiements commerciaux de ces services de flexibilité au réseau électrique et au réseau de distribution en particulier. Donc, ces services de flexibilité fournis par des véhicules électriques. Donc, quand on parle de services de flexibilité, généralement, on les classe dans deux catégories. On parle de smart charging, ou parfois on parle de V1G, donc c'est du pilotage de la charge monodirectionnelle. Et on parle aussi de V2G, donc là, c'est du pilotage de charge bidirectionnel. On peut non seulement classiquement consommer sur le réseau, mais aussi ponctuellement réinjecter de la puissance et de l'énergie sur le réseau. Donc, de manière assez générale, on veut évidemment mesurer l'intérêt à la maille d'un poste de distribution de l'impact qu'ont les véhicules électriques quand ils sont pilotés en bidirectionnel pour fournir des services de flexibilité. Travailler sur des cas d'usage qui sont cohérents et qui sont pertinents d'un point de vue de l'opérateur du réseau de distribution et donc appliquer des flexibilités à des cas d'usage existants en fait, hein, à des cas d'usage qu'on constate dans les besoins du gestionnaire de réseau de distribution. Travailler sur la sécurité, évidemment, puisque quand on a une installation qui est capable de réinjecter sur le réseau, on a quelques contraintes de sécurité supplémentaires. Analyser les impacts du V2G sur le réseau, donc en termes éventuellement de perturbations ou d'interaction avec les communications courant porteur en ligne, Linky et la qualité des signaux, et l'impact aussi sur la qualité de l'énergie qui transite sur le réseau. Un autre point qui est crucial, hein, qui est un petit peu le nerf de la guerre, c'est de savoir comment on dimensionne les offres ou comment on dimensionne le service pour en faire en sorte que les utilisateurs y adhèrent et l'utilisent. Et donc, c'est tout l'enjeu de l'acceptabilité. Comme tu l'as mentionné, Maxime, l'Université d'Aix-Marseille contribue fortement là-dessus. Et puis, via des scénarios d'expérimentation qu'on déploie, on veut aussi avoir un retour d'expérience sur quel type de fonctionnement avec les utilisateurs associés, comment interagir avec les utilisateurs, comment prendre en compte évidemment leurs besoins de mobilité, hein, puisque bon, quand on utilise un véhicule, c'est avant tout pour se déplacer et dans un second temps, évidemment,
pour éventuellement fournir des services de flexibilité au réseau. Bien dans cet ordre-là, on ne veut pas nuire aux besoins de mobilité des utilisateurs, des conducteurs. Ensuite, un truc qui nous occupe pas mal, c'est d'être capable évidemment d'avoir toute la tringlerie en termes de télécom pour partir du besoin, ce qu'on appelle la demande de flexibilité des BIS, et réaliser le service, et puis en aval, être capable de vérifier que le service a bien été réalisé. C'est ce qu'on appelle le contrôle du réalisé. Et donc, je vous présenterai dans quelques slides suivants deux approches qu'on teste, deux approches très différentes d'un point de vue télécom, qu'on teste pour comparer deux approches sur ce sujet-là. Le raccordement au réseau, donc évidemment, quand on met des ressources distribuées qui sont capables de fournir de l'énergie au réseau, il y a des modalités de raccordement spécifiques. Les modes de communication, donc ça on en parlera un petit peu, que ce soit les modes de communication, donc je mentionne l'ISO 15118 qui est une norme de communication assez évoluée entre le véhicule et la borne, qui permet de faire beaucoup plus de choses que les normes classiques. Et puis la communication entre le Linky et éventuellement la borne ou d'autres objets qui ont déjà été mentionnés. Donc c'est une interface qui est disponible sur le Linky, la TIC qui veut dire téléinformation client. Et puis aussi, évidemment, avoir une idée de ces services, ces cas d'usage, qu'est-ce qu'ils ont comme impact sur le véhicule, puisque le fait de cycler la batterie, ça peut éventuellement avoir des impacts sur sa durée de vie. On pense souvent à la batterie, mais il n'y a pas que la batterie, il y a aussi le chargeur. Si on passe d'un chargeur qui est censé fonctionner 10 000 heures sur sa durée de vie et qu'on le fait fonctionner 20 000 heures, forcément, les constructeurs automobiles, il va falloir qu'ils dimensionnent ces chargeurs différemment. Et je mentionne les chargeurs, mais il n'y a pas que les chargeurs. Par exemple, le tableau de bord, s'il est allumé pendant la recharge, on va augmenter sa durée de fonctionnement. Donc, il faut qu'on prenne bien ça en compte dans la conception des organes. Ensuite, il y a l'aspect dysfonctionnel, c'est aussi quelque chose d'important, puisque si le service, pour une raison ou une autre, ne fonctionne pas, n'est pas réalisé, il faut d'une certaine manière qu'on sache pourquoi il n'a pas fonctionné. Est-ce que, à qui la faute, d'une certaine manière, et puis qu'on soit capable évidemment d'être résilient, parce que si on compte sur ces services et qu'ils ne fonctionnent pas, il faut qu'on sache les faire marcher. Et puis évidemment d'être capable de faire des recommandations sur l'interopérabilité, donc être capable de faire tourner un même service avec des véhicules Renault, PSA, d'autres marques, avec des véhicules qui ont des architectures éventuellement différentes, puisque aujourd'hui, pour faire du V2G, il y a plusieurs façons de faire. On peut le faire soit avec un chargeur réversible qui est dans la voiture, on peut faire avec un chargeur réversible qui est dans la borne. Donc il y a différentes aussi façons d'approcher le sujet d'un point de vue électrotechnique. Voilà. Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux, vous voyez, c'est assez riche. Je peux passer peut-être au slide suivant, Maxime. Il y a toujours un petit délai entre le clic de Maxime et puis l'affichage des slides, donc j'anticipe un peu. C'est bon, c'est passé. Moi, je ne les vois pas encore, mais je peux quand même éventuellement enchaîner. Donc, en fait, Ça ne devrait pas tarder. Pardon? Ce qu'on a fait, c'est qu'on Ça a... ne devrait pas tarder, normalement. J'ai appuyé quand tu m'as demandé. Donc... D'accord, ok. Bon, ça lag un peu, c'est pas grave, c'est le réseau télécom. Donc ensuite, oui, on a défini 3 cas d'usage principaux qu'on va traiter avec ces technologies Vehicle to Grid. Voilà, ça y est, le slide est apparu. Donc les 3 cas d'usage principaux qu'on traite avec ces technos, avec cette approche Vehicle to Grid, c'est les 3 suivants. Donc en fait, il y a 3 catégories. Il y a des demandes de flexibilité qu'on est capable d'anticiper, par exemple en prévision de travaux, où là, évidemment, pendant les travaux, on va évidemment
avoir une contrainte de taille de tuyau dans le réseau de distribution. Et donc là, on va vouloir s'effacer partiellement, totalement, ou voire même réinjecter pour supporter le réseau localement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet, qui peut être anticipé. Et donc on peut savoir, par exemple, la veille, qu'il y aura besoin de flexibilité le lendemain. Et donc dans ce cas-là, avertir les utilisateurs, peut-être éventuellement les inciter à bien se brancher, à bien être branchés au réseau à ce moment-là, éventuellement en les récompensant de différentes manières, mais probablement pécuniairement. Ensuite, il y a d'autres demandes de flexibilité qui là sont plus urgentes, donc un incident qui n'était pas prévu. Là, pareil, on va vouloir mobiliser de manière assez rapide, hein, avec un délai de mobilisation relativement court, de l'ordre de quelques minutes, hein, pour supporter le réseau ponctuellement. Et puis un troisième cas d'usage qui, lui, est un peu plus spécifique, c'est la régulation locale de la tension du réseau. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le développement de plus en plus large et dense des renouvelables intermittents, et la réinjection de renouvelables dans le réseau de distribution, on a parfois, on observe, les gestionnaires de réseau de distribution observent parfois une augmentation locale de la tension du réseau, par capillarité de la réinjection locale. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire avec le pilotage intelligent de la recharge réversible, en tout cas de la recharge avec un chargeur qui est capable de moduler la puissance active et la puissance réactive qu'il consomme ou qu'il injecte, c'est de réguler finalement la tension localement sur le réseau. Et donc là, c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec certains chargeurs de véhicules électriques, c'est de jouer sur ce courant réactif pour pouvoir faire redescendre la tension à 230 volts, ou en tout cas au niveau de tension nominale du réseau instant de relance. Voilà, donc ça, c'est les trois cas d'usage qu'on expérimente. Donc, ils ont tous des spécificités. Hein. Il y en a un avec anticipation, un autre sans anticipation, et un troisième qui est un peu plus sur la durée, avec une notion de régulation de tension. Et donc, finalement, ce qu'on expérimente dans l'avenir, ce qu'on met en œuvre dans l'avenir et qui va être déployé en fin d'année à Aix-en-Provence avec un minimum 5 véhicules. 5 véhicules donc, qui sont capables non seulement de consommer, mais aussi de réinjecter sur le réseau. C'est deux approches, en fait, deux approches différentes. Il y en a une qu'on appelle l'approche de SI à SI. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on a déjà présenté, qu'a déjà présenté Romain sur le lot 2. Mais une autre approche qui est plus locale, qui s'appuie finalement sur la chaîne de communication Linky, et qui profite finalement de la capacité du Linky à transmettre des informations localement pour piloter les bornes de recharge localement. Voilà. Donc, évidemment, là, dans ce schéma, si je devais le décrire un petit peu, donc on a évidemment, on part de la gauche avec le Enedis qui effectue une demande de flexibilité. Cette demande de flexibilité, elle va être transmise soit via la chaîne de comptage Linky, soit via un opérateur de gestion des bornes, qui par exemple dans le cadre d'Avenir est Total, et qui va in fine envoyer cette demande de flexibilité localement, qui va être éventuellement négociée et acceptée ou refusée, hein, en fonction des contraintes locales, en fonction de est-ce qu'il y a des véhicules de brancher, est-ce que les utilisateurs ont de la flexibilité, hein. Et puis ensuite, une fois que la flexibilité est réalisée, via la chaîne de comptage, eh bien, on est capable de faire le contrôle du réalisé, et donc mesurer si par rapport à une utilisation classique, en fait, pendant la flexibilité, on a bien eu un délestage, voire une réinjection dans le réseau. Tout ça, évidemment, il faut bien garder en tête que les utilisateurs restent au centre, finalement, de la préoccupation. Encore une fois, il faut garantir que leurs besoins de mobilité ne soient pas abîmés par cette flexibilité.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un lien, d'une certaine manière, entre les utilisateurs ou les flottes et l'opérateur qui va piloter les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Voilà, via éventuellement, par exemple, une IHM sur une application mobile. Voilà. Je te laisse avancer. Donc là, voilà, le message, c'est qu'on on a différentes façons de faire, de façon plus locale ou de façon plus centralisée. Là, c'est un petit zoom sur la façon locale. Donc, par exemple, avec un compteur Linky, qui est un compteur un peu classique, donc on peut imaginer ça, par exemple, sur un service déployé de manière extrêmement éparse, par exemple dans des pavillons, hein, chez des particuliers. L'avantage, c'est que c'est relativement économe en termes d'infrastructure, puisqu'on réutilise finalement l'infrastructure qui existe déjà déployée par Enedis. On n'a pas besoin non plus forcément de 4G ou de Wi-Fi à l'endroit où il y a la borne. Et on peut même imaginer à terme que finalement la logique de pilotage local, elle soit gérée assez proche de l'utilisateur et directement avec la borne. Je te laisse avancer encore une fois. Je crois que c'est quasiment tout, hein, ce que j'avais à vous présenter. Donc, pour faire la synthèse, sur ce lot 3, évidemment, on a déjà fait toute une partie de développement, surtout sur la partie gestion en maille locale, donc pilotage via les compteurs connectés, via les compteurs communicants. On a fait des essais en laboratoire à l'Enedis Lab de Nanterre. Là, on s'apprête à faire des essais un peu plus en puissance et en termes de perturbation de réseau sur un autre site d'Enedis en Alsace. Et puis on déploie l'expérimentation donc avec des vrais utilisateurs, avec 5 véhicules bidirectionnels qui seront affectés en flotte à Aix-en-Provence, avec différents scénarios d'expérimentation. Voilà, à partir de la fin de l'année. Donc, évidemment, on attend vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et effectivement, on a pas mal de questions. Une question pour le lot 2, notamment. Est-ce qu'il y a de premiers résultats sur les enquêtes sociologiques qui évaluent l'acceptabilité ? Alors, j'ai consulté un peu les comptes rendus à ce niveau-là. Aujourd'hui, effectivement, de ce que j'ai pu, genre, je suis pas directement impliqué sur le sujet, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais effectivement, il y a une appétence des utilisateurs pour participer, donc c'est assez encourageant. La difficulté qui reste, en fait, c'est comment on l'informe en amont. Et donc, en fait, il y a des enjeux techniques qui restent à valider. En gros, les utilisateurs, ils sont d'accord. On sent bien qu'il y a des enjeux économiques qui doivent être mis sur la table. On en parlait pour le V2G aussi. Comment on le rémunère finalement l'utilisateur, parce il veut bien participer, mais il veut y trouver son intérêt. Donc ça, bon, jusque là, on a vu en plus avec le rapport sur le pilotage de la recharge qu'il y avait des montants sur le coût. On sait en gros combien d'argent on gagne, donc on peut imaginer le répercuter sur l'utilisateur. La difficulté, c'est qui reste en gros à percer, c'est le côté comment on l'informe, notamment dans un contexte où les bornes de recharge sont interopérables, donc sont accessibles avec une multitude d'opérateurs de mobilité, et donc ça reste en suspens sur le parcours utilisateur, mais sur les finalités et sur comment on le rémunère, c'est positif à ce stade. Ça reste encore expérimental, mais effectivement c'est positif. J'ai plus en tête les résultats d'Aix-Marseille que du Grand Lyon, hein, pour être tout à fait franc. D'accord, merci beaucoup. Une question maintenant pour le lot 3. Donc, il y a eu un décret IRVE en mai 2021 qui ne rend plus obligatoire le CHAdeMO, le standard CHAdeMO qui, de mémoire, est le seul aujourd'hui qui permet la charge bidirectionnelle. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'une adaptation V2G via le combo CCS est prévue? Et si oui, à quel horizon?
Alors la réponse est oui. Hein. La norme ISO 1518-20 est dans les tout derniers stades de sa publication. Cette norme ISO 1518-20, elle permet évidemment différents modes de bidirectionnalité, que ce soit en AC et ou en DC. Enfin, en AC ou en DC, hein, parce que je n'ai pas en tête qu'il soit possible de faire de l'AC et du DC en même temps. Donc 1518-20, voilà, c'est une norme qui traite finalement de la communication et des différents cas d'usage et donc des communications associées pour faire de la bidirectionnalité en AC et en DC. J'espère que ça répond bien à la question. Et donc c'est pour information, hein, sur le lot 3, donc donc sur les 5 véhicules, on en a 2 qui sont bidirectionnels en DC, donc c'est des anciens véhicules CHAdeMO. Et on a 2 véhicules bidirectionnels en AC qui fonctionnent donc grâce à une édition une édition intermédiaire de cette norme 1518-20. Bien sûr, on n'a pas attendu que la norme soit publiée, hein, pour prototyper et puis pour mettre en œuvre les services associés et tester les fonctionnalités de la norme. Voilà. Et donc Renault, pour information, a été assez moteur dans les comités normatifs internationaux pour justement introduire dans cette norme ISO 1518-20 les différents modes dynamiques de pilotage de la recharge réversible en AC et en DC. Et du coup, le standard sera disponible à quel horizon pour le grand public? Alors, l'ISO 1518-20, à mon avis, elle doit être, je peux regarder en live, mais il me semble qu'elle est sur le point d'être publiée là. Hein. On est au niveau du draft of international standard, donc je pense qu'elle devrait arriver milieu d'année prochaine à peu près. Milieu d'année prochaine, ouais, c'est ça. D'accord, merci. Ça a été une norme extrêmement difficile à pousser, hein. Elle a été retardée plusieurs fois. En fait, à l'origine, ça devait être l'ISO 1518-2, édition 2. Et comme il y a eu énormément de discussions et qu'on n'a pas réussi à tenir les délais de publication de la norme, en fait, on est passé sur un deuxième nom, on a rajouté un 0, et c'est la 1518-20. Mais elle est en phase finale, là, donc ça devrait arriver l'année prochaine. Ouais. Merci. Une question sur les craintes par rapport à la durée de vie des batteries liées à l'utilisation V2G, puisque du coup on augmente les cyclages. Est-ce que vous l'avez chiffré, cette dégradation? Alors ça c'est une excellente question. C'est un peu le nerf de la guerre. Alors en fait, évidemment, être capable de définir ce qu'on appelle des profils de mission, hein, des profils de mission de cyclage batterie, c'est évidemment fondamental pour être capable de construire un modèle économique qui flotte, hein, pour ce genre de service. La problématique pour être capable de faire ça, c'est d'être capable de bien définir les services qu'on va exploiter. Aujourd'hui, en fait, les services qu'on préexploite commercialement, c'est surtout sur des batteries de seconde vie, pour lesquelles on fait du support au réseau de transport. Donc on fait généralement de la régulation de fréquence, ce qu'on appelle la régulation primaire, hein, sur les réseaux de transport, qui est relativement sollicitant pour les chargeurs et aussi éventuellement pour les batteries. Ici, là, aujourd'hui, on parle plutôt des services au réseau de distribution, qui sont des services, en tout cas ceux qu'on a mentionnés précédemment, qui sont des services plus ponctuels, c'est-à-dire des services des besoins du réseau de distribution qui sont plus rares d'une certaine manière, où il y aura quelques appels par mois, mais ce ne sera pas quelque chose forcément de continu. Et donc, on voit tout de suite, hein, que le fait de solliciter moins souvent, ça va diminuer le nombre de cyclages, et donc ça va être moins sollicitant sur la batterie. Donc pour les services au réseau de
distribution, on pense que ce sont des services très intéressants justement parce qu'ils ont moins cette problématique de fort cyclage sur les batteries. En complément, ce que je peux rajouter, c'est que derrière tout ça, évidemment, il y a aussi une optimisation de comment on charge les véhicules. Parce que si on veut finalement minimiser l'impact de dégradation de la chimie des batteries, il vaudrait évidemment mieux se balader entre 50 et 80% d'état de charge de la batterie que de faire du 0 à 100%. Et donc tout ça, évidemment, c'est des contraintes supplémentaires à prendre en compte lors de la conception des services pour optimiser finalement le modèle économique et le service effectué. Voilà. Merci. On passe à la question suivante. Donc aujourd'hui, il existe des prestataires pour l'effacement, d'autres pour la gestion de stockage d'énergie, des distributeurs d'électricité. Peut-on imaginer demain des prestataires de flexibilité au niveau d'un territoire ou d'un constructeur automobile? Alors, un petit mot, alors. C'est une grande question. Je ne sais pas si peut-être Maxime, tu veux. Non, quelqu'un voulait. C'est Alexandre Dunoyer là. Ouais. Il existe déjà des agrégateurs de flexibilité. Alors, comme ça a été dit, ils interviennent plutôt sur les clients industriels. Mais ça existe, hein, il y a des opérateurs de flexibilité qui agrègent des petits clients donc on peut aujourd'hui le marché n'est pas très dynamique, mais on peut imaginer qu'il y a un essor de ce type d'opérateurs. Ouais, excusez-moi, j'ai des soucis un peu de connexion. Un des cas d'usage également dans le cadre du projet à venir qui est le lot 4, finalement, c'est faire appel à des services de flexibilité en passant par un agrégateur. Donc pour vraiment tester le potentiel de flexibilité des véhicules électriques à une maille locale. Donc c'est clairement un des cas d'usage envisagés. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tester à la fois la chaîne de communication de bout en bout. Donc c'est Enedis qui émettrait des demandes de flexibilité au travers d'identification de contraintes, en passant par un agrégateur qui, dans le cadre du projet, est Total R&D, et qui après agrégerait différents clients, différents parcs de bornes, et qui, en fonction des potentiels de flexibilité, des capacités de chaque site recruté, répondrait favorablement ou défavorablement finalement à ces demandes de flexibilité, que ça soit à la fois en soutirage ou en injection, et après en allant jusqu'au contrôle finalement du réalisé, à la vérification de la prestation à la fois par l'agrégateur, qui soit passerait finalement par des opérateurs de bornes où jouerait directement les flexibilités sur les bornes recrutées, et après à la fois pour Enedis au travers d'analyse de courbes de charge pour vérifier que les demandes de flexibilité ont bien été réalisées. Donc c'est aussi un des cas d'usage. Alors c'est un des lots qui avait rencontré quelques difficultés. Aujourd'hui, sur les clients recrutés, on en est encore un petit peu au début, mais l'intérêt, c'est bien de recruter plusieurs clients pour pouvoir finalement agréger des flexibilités locales du véhicule électrique. Ok, merci beaucoup. Une autre question, est-ce que dans la vision future, le chargeur bidirectionnel sera dans le véhicule ou alors au niveau de la borne? Très bonne question aussi. Alors, je ne pense pas que je puisse répondre à cette question avec un chapeau Avenir ou Enedis ou moi je peux répondre avec ma casquette Renault, hein, si vous voulez. Chez Renault, on a plutôt tendance à penser et avoir une vision
du chargeur bidirectionnel qui soit dans le véhicule, c'est-à-dire ce qu'on appelle le V2G AC, pour des raisons simplement industrielles et de coût, en fait. Voilà. Je n'ai pas d'autres... Et du coup, on pourra avoir une diversité en fonction des constructeurs, j'imagine. Donc là, vous avez parlé du choix de Renault, mais peut-être que chez d'autres, ce sera différent. Vous pensez que le choix de Renault sera généralisé? On pense que sur le long terme, oui. Sur le long terme, c'est une approche qui a du sens. Tout simplement parce que d'un point de vue complexité de la technologie, c'est favorable. Aujourd'hui, quand on regarde quand on compare le coût d'une bande bidirectionnelle qui contient un chargeur et le coût qu'on imagine d'une borne AC bidirectionnelle, donc qui ne contient pas de chargeur, qui contient simplement les sécurités supplémentaires et la communication nécessaire, on pense qu'il y a un gap assez énorme quand on regarde le coût total du système. Donc, et quand on regarde aussi ce qui se passe sur d'autres marchés, en Chine, etc., les constructeurs, l'introduction de chargeurs réversibles dans les véhicules, c'est quelque chose qui est une vraie tendance. Et d'autre part, le fait d'avoir un chargeur réversible dans un véhicule électrique, ça ne sert pas uniquement qu'au V2G, ça sert aussi à ce qu'on appelle le V2L. Le V2L, c'est utiliser votre véhicule en tant que groupe électrogène. C'est quelque chose qui devient un must-have sur les véhicules utilitaires, parce qu'on a de plus en plus la moitié des véhicules utilitaires sont des véhicules qui sont transformés. Il y a beaucoup d'usages en atelier mobile, etc. Donc, ils ont besoin d'avoir cette capacité de générer du 230 volts à des puissances assez élevées. Et donc, finalement, ce chargeur réversible, il sert à ça aussi. Il sert aussi en mode non connecté au réseau. Et le surcoût de passer d'un chargeur monodirectionnel à un chargeur réversible est finalement relativement limité. D'accord. Pour du coup, en plus, des services supplémentaires offerts à l'utilisateur. Exactement. Ensuite, est-ce qu'on peut transformer une flotte existante de véhicules électriques en véhicules compatibles avec le V2G? Et quelle est la difficulté? C'est une bonne question encore, c'est très intéressant d'ailleurs. D'une certaine manière, on peut partir de l'approche basique qui est de se dire qu'un véhicule électrique, c'est une grosse batterie, c'est une énorme batterie sur 4 roues. À partir de ce moment-là, évidemment, c'est une capacité de stockage qu'on peut exploiter de certaines manières. Ensuite, tout dépend du niveau de complexité qu'on veut y mettre. Si on veut, entre guillemets, faire du plug and play, c'est-à-dire branché et capable de jouer, d'échanger de l'énergie avec le réseau pour répondre à des services, dans ce cas-là, évidemment, on a besoin d'une compatibilité, je dirais, logicielle, pour être capable de communiquer avec le véhicule et de faire en sorte que le véhicule, soit si on est en DC, ferme ses relais et accepte ce qui se passe, soit si on est en AC, de piloter, le consommation et la réinjection. Donc ça, c'est une forme de compatibilité logicielle qui peut éventuellement... Une mise à jour logicielle, c'est quelque chose qu'on sait faire dans l'automobile, et de plus en plus d'ailleurs sans passer en concession. Et puis, donc voilà, donc ça c'est le point de vue logiciel. Après, du point de vue un peu plus générique, aujourd'hui, ce qu'on fait déjà, c'est de dire qu'une batterie qui a fini sa vie automobile aux alentours des 2/3 ou 3/4 de son énergie initiale, on peut la sortir du véhicule et la mettre dans un autre contexte qui est du stockage stationnaire pour faire des services pareils au réseau. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà. On est en train de déployer
des systèmes assez larges de stockage stationnaire qui réutilisent les batteries qui ont encore un potentiel de stockage à la fin de leur vie automobile. Voilà, je pense que ça répond à peu près à la question. Et ce sera d'ailleurs le sujet du prochain webinaire le 6 juillet, avec l'un de vos collègues d'ailleurs de chez Renault. Une dernière question, parce qu'on arrive au bout là, du temps qu'on s'était fixé. Est-ce que vous pensez que la blockchain pourrait être utile justement pour gérer ces échanges d'énergie ? Je laisse Maxime ou Alexandre se prononcer, moi j'ai déjà beaucoup trop parlé. Pour ma part, j'ai pas forcément de réponse à apporter. Ça a coupé, non? Ouais. Non, on a entendu la réponse. Oui, non, j'ai pas forcément d'éléments de réponse. Et Alexandre non plus, si j'ai bien compris. Parfait, mais écoutez, il est 15h30, c'était l'heure de clôture que nous avions fixée. Merci à tous nos intervenants pour leurs excellentes présentations et puis à vous pour votre participation et vos questions nombreuses. Donc le webinaire a été enregistré, les présentations seront disponibles sauf contre-ordre de la part des intervenants. Donc disponible sur les sites de Cap Énergie et puis de Nextmove. Merci à tous encore une fois pour votre participation et bon après-midi et bon week-end.